Sandra Buisson, donc notre spécialiste police-justice, est avec nous. On va revenir sur cette histoire qui s'est passée à Rezé, dans un banlieue de Nantes. Un lycéen qui a été interpellé par des menaces de mort sur une enseignante. Sandra, vous nous racontez ce qui s'est passé et surtout ce qu'on reproche à ce lycéen. Alors ça a commencé mercredi dans la journée, en plein cours. Il est surpris par son enseignante en train de mimer un tir avec une arme à feu. Alors on ne sait pas si c'est une arme réelle, une arme factice ou s'il a mimé ce geste avec ses mains. L'enseignante l'a réprimandé immédiatement et cet élève lui a présenté ses excuses. Une source policière nous indique que c'est ensuite sur Telegram, le soir même, qu'il a proféré des menaces de mort à l'encontre de cette même professeure, disant vouloir la poignarder. De même source, on nous indique que sur ce réseau, il était enregistré sous un pseudonyme à connotation islamique. Des informations qui nous ont été donc données de sources policières, mais qui n'ont pas encore été confirmées par une seconde source. Ce garçon, il était jusque-là inconnu de la police et des renseignements. Mais les enquêteurs, selon cette source policière toujours, ont trouvé chez lui en perquisition 2 couteaux et un drapeau de l'État islamique. Alors en l'état, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi et reste en observation. C'est donc le parquet de Nantes qui coordonne les investigations. Alors Sandra, on ne sait pas si encore si ce jeune homme s'est radicalisé, mais on sait que c'est à cet âge-là où on est le plus fragile en fait. Oui, la propagande à laquelle les mineurs sont très exposés, elle déferle en ce moment, notamment parce que l'État islamique se reconfigure en Afghanistan et déploie beaucoup de forces au développement de cette propagande. Et les élèves, les étudiants, les jeunes sont très exposés via leur utilisation des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Les autorités constatent qu'il y a de plus en plus de mineurs et de très jeunes majeurs qui sont impliqués dans des projets d'action violente. Selon nos informations, 20% des individus suivis par la DGSI ont moins de 20 ans. 3 attentats ont été déjoués l'an dernier, concernaient des moins de 20 ans. Le plus jeune avait 13 ans. Et sur l'année 2023, 12 mineurs ont été mis en examen pour des projets d'attentats déjà assez avancés, alors qu'avant, il y en avait 2 ou 3 par an. Mais vous le disiez, pour cet individu, cet élève du lycéen de Rezé, on ne sait pas s'il correspond à cette description, puisque à part sa possession d'un drapeau de l'État islamique, on ne sait pas s'il y a d'autres éléments qui permettraient de savoir s'il est radicalisé. Merci pour toutes ces précisions, Sandra. Et nous sommes avec Guylain Chevrier, spécialiste des questions de laïcité. Bonsoir Guylain Chevrier, merci d'avoir accepté l'invitation de Punchline ce soir. Que vous inspire cette nouvelle affaire ? Écoutez, je crois que malheureusement, c'est une affaire qui fait écho à bien d'autres, puisqu'on a un certain nombre de faits qui sont régulièrement relevés, de même nature. On a régulièrement des menaces de mort qui sont proférées contre des enseignants. On avait d'ailleurs, lors d'un sondage pour le mensuel Écran de veille avec l'IFOP, début mars 2023, souligné qu'un enseignant sur 5, dans sa carrière, avait déjà été confronté donc à une menace ou une agression liée à une tension de nature religieuse ou identitaire. Il va nous falloir vivre avec ce type de menace ? Écoutez, oui, d'autant plus que effectivement, on tente de mettre des mesures en place, puisque notre ministre de l'Éducation, Nicole Bellouet, avait dévoilé donc en février dernier des chiffres sur les élèves radicalisés, où on en comptait à peu près 500 avec 160 qui étaient sur le haut du spectre, mais on voit bien que là, pour l'élève en question, qui était inconnu de ce point de vue, eh bien, on voit qu'il y a aussi une radicalisation à bas bruit et que ça peut concerner beaucoup plus d'individus parce que, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une sorte un peu d'atmosphère favorable aussi avec les contradictions qu'on a pu relever autour du débat sur l'interdiction de l'abaya qui correspondait finalement à l'application de la loi du 15 mars 2004 d'interdiction des signes religieux dans l'école publique, tout simplement, mais qui a donné lieu à pas mal de polémiques, y compris de la part donc de représentants de l'islam de France qui étaient en désaccord et qui jugeaient que c'était plutôt discriminatoire. Donc on a cette problématique, mais qui est aussi liée à la difficulté à être dans une certaine cohérence aussi du message républicain avec l'ensemble des acteurs de la société, par-delà l'État, de la société civile, vous voyez. Merci Guylain Chevrier, spécialiste des questions de laïcité. Louis Ragnel, vous êtes d'accord avec l'analyse effectuée par Guylain Chevrier ?
Oui, et je pense que en fait on n'a pas terminé d'explorer en fait cette question. C'est un peu ce que disait aussi Sandra Buisson sur ce phénomène des mineurs qui sont quand même de plus en plus représentés à la fois dans les actes de délinquance, de la petite et moyenne délinquance, mais aussi dans la radicalisation en France. C'est toujours très difficile pour les policiers de bien expertiser, de savoir si un jeune est vraiment radicalisé et il s'apprête à passer à l'acte, ou alors il est dans un phénomène un peu de rébellion, de contestation de l'autorité, et c'est quelque chose qui passe assez rapidement. Toujours est-il que là, quand même, dans le cas qui nous intéresse, il y a quand même des choses matérialisées, le drapeau de Daesh, le geste. Voilà, pour l'instant, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Pour l'instant, c'est simplement qu'il manque encore des éléments pour éventuellement dire que c'est une possibilité de volonté de passer à un acte terroriste. Élodie. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais le fait que les jeunes soient aussi très sensibles à cette dimension-là, c'est parce que quand on est adolescent, eh bien, c'est vrai qu'on est très sensible aux questions et à la dimension émotionnelle, parce que notre cerveau n'est pas fini encore tout à fait. Il y a plein de zones, notamment la zone préfrontale qui prend le relais après, qui n'est pas encore arrivée à maturité. Et si on s'intéresse à cette question de la propagande et la manière dont sont constitués les clips que vous évoquiez, qui sont échangés via les réseaux sociaux, on se rend compte de la capacité à pouvoir à la fois porter une attention, c'est-à-dire que ils utilisent tous les codes cinématographiques à leur disposition. On a l'impression d'avoir, si j'exagère, de véritables clips Netflix. La musique est très forte, l'image est belle, esthétiquement parlant. Il y a, on en parlait tout à l'heure, petit clin d'œil pour ceux qui nous ont suivis, mais sur la question de la virilité, il y a une certaine mise en avant, effectivement, de ce qu'est un homme. Il est dans l'action, et puis il est entouré par ses pairs, il est accepté. Donc, effectivement, sur cette question de la raison d'être, finalement je sais pas quoi faire de ma vie, et bien là j'ai un prêt-à-penser, j'ai une réponse qui est toute faite et qui est mise en image, qui est mise en son avec moi, et ça je crois que voilà, on a beaucoup de mal à lutter aussi contre ça. Nathan Dever et Véronique Jacquier. Nathan. Oui, tout à fait, dans l'imagerie de l'islamisme, et c'est là que l'islamisme fait preuve d'une forme presque de génie stratégique, il y a quelque chose d'assez inexplicable, c'est qu'ils arrivent à faire sens avec les signes de la culture occidentale. Ça, on l'a déjà vu le 11 septembre 2001. Après le 11 septembre, Jacques Derrida, le philosophe, avait écrit un livre qui s'appelait « Le concept du 11 septembre », où il remarquait cette chose évidente, c'est que le 11 septembre a été conçu comme un spectacle qui reprenait toute la production d'images, notamment des médias et de la culture américaine de l'époque. Vous savez, les hélicoptères qui filmaient la scène en direct, les télés qui, pour la première fois dans leur histoire, faisaient toute une journée autour d'un événement. Et il avait remarqué cela, que les islamistes avaient réussi à l'époque à invertir toute la représentation de la violence, du spectaculaire qui était dans la culture américaine, pour la retourner vers eux. Et Daesh a réussi encore plus ce qu'a fait Al-Qaïda, parce qu'en effet, Daesh s'inspirait dans sa communication des jeux vidéo, des films violents, des films d'action, et il faisait ça avec une forme de prouesse technique, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'usage de drones, etc. Et donc il y avait cette chose très paradoxale chez beaucoup de jeunes qui sont partis en Syrie ou qui ont été attirés par la propagande de Daesh, qui était que c'était presque comme s'ils étaient attirés par un jeu vidéo issu de la culture qui allait être la culture victime de l'islamisme. Et ça, c'est un paradoxe qui est vraiment coextensif. Vous citiez Derrida, il y a eu un autre chercheur, puisqu'on est un peu dans cette logique de la déconstruction, Baudrillard, qui avait fait son texte, mais à l'époque, qui avait fait grincer quelques dents, puisque c'était l'esprit du terrorisme, dans lequel, là, il essayait de prendre le point de vue, cette fois-ci, du terroriste, mais effectivement, il faut avoir le cœur un petit peu accroché pour le lire. Véronique, dernier mot, juste avant de partir en pub. Deux choses. L'idéologie islamiste génère quand même quelque chose de très mortifère sur les réseaux sociaux, avec exaltation de la violence, de scènes de décapitation, etc. Donc c'est absolument tragique de voir des jeunes tomber là-dedans, être happés par ces images. Mais ce n'est pas nouveau. On pourrait quand même aussi pointer sans doute un écosystème familial, parce que, je suis désolée, il y a quand même bien des adolescents en France qui, heureusement, tous les jours ne sont pas
abreuvés par des contenus islamistes et n'ont pas envie de passer probablement à l'acte en menaçant leurs professeurs et ne possèdent pas non plus chez eux de couteaux et un drapeau de Daesh. Juste une petite chose sur le côté enseignant. Guylain Chevrier a évoqué le fait qu'il y avait quand même un enseignant sur 5 qui était confronté à des atteintes à la laïcité. On sait par ailleurs qu'il y a une explosion des atteintes à la laïcité, que c'était l'un des chantiers de Gabriel Attal que de commencer à y répondre. Me semble-t-il, on est en train de s'habituer, là encore, à ces explosions d'attaques à la laïcité. Et surtout, souvenez-vous, le pas de vague. Alors, c'était un professeur qui avait été agressé par un élève. Et là, ce n'était pas une question de laïcité en cause. Hein, c'était vraiment une question de discipline. Souvenez-vous, il y avait eu cette vague, du pas de vague, du plus jamais ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, tout le monde s'habitue de plus en plus. C'est comme les refus d'obtempérer. C'est absolument insupportable. Il n'y a pas de réponse politique et on s'habitue à l'insupportable.